Salut à toi, bienvenue sur mon podcast L'éveil à soi minimaliste. Donc, je suis Margot, aka Manifestor Soul sur Instagram. Donc, ce premier épisode, ça va être un épisode de présentation. Bon, à savoir que c'est tout nouveau pour moi les podcasts. J'ai déjà enregistré des vidéos, des analyses en design humain, mais voilà, parler un petit peu comme ça dans le vide, au début, ça me fait quand même bizarre. Donc, ça n'est pas encore tout à fait professionnel, je n'ai pas encore mon jingle. Voilà, il y aura certainement des réajustements pour ce podcast, mais l'essentiel, c'est qu'il soit lancé. Enfin, ça me tient trop à cœur, j'ai vachement d'idées à développer en intimate avec vous sur des sujets qui me passionnent. J'ai trop envie, j'ai trop plein d'idées. Je suis trop contente parce que enfin, voilà, j'ai mis un petit peu de temps avant de passer à l'action pour le créer, celui-là. Et j'ai noté toutes les idées, il y en aura plein, ça touchera le design humain, ça touchera le detailing, il y aura des interviews, il y aura des réflexions, il y aura peut-être des podcasts coups de gueule, parce que j'aime bien de temps en temps les coups de gueule. Mais voilà, ça sera un petit peu mon univers que je partagerai en mode off et en usant de ma voix en tant que manifesteur. Donc, je suis trop contente. Bref, tu comprendras que il va y avoir des réajustements, comme je t'ai dit. Il va y avoir des choses qui vont peut-être changer. Il va y avoir peut-être des avis qui vont changer aussi au fur et à mesure de l'évolution de ce podcast. Mais, anyway, pour commencer, comme pour tout, j'estime que il y a une présentation à faire. Donc, je parle un petit peu de moi sur les réseaux sociaux. J'en ai un petit peu parlé aussi sur ma chaîne YouTube, mais c'est pas non plus ma came de m'étaler sans arrêt. Mais je pense que c'est quand même intéressant et important de savoir qui on a en face de soi et surtout le passif qu'il y a, même si j'en parle quand même assez régulièrement, par bribes. Mais là, en fait, voilà, je voulais me présenter déjà, dans un premier temps, de parler de mon parcours, du pourquoi je suis arrivée ici et maintenant, pourquoi je suis arrivée à proposer en fait ce genre d'accompagnement que je suis en train de lancer, pourquoi je me suis intéressée, etc. au design humain, entre autres. Donc oui, ça va être un podcast de présentation, vraiment pour ouvrir un petit peu toutes ces peut-être ces zones de flou qu'il y a, parce que je sais que l'aura du manifesteur, vu que je suis manifesteur, peut avoir ce côté pas très pénétrant, enfin du moins pas très facile à pénétrer justement, et qu'il règne autour du manifesteur souvent une zone de flou, une zone pas de mystère mais presque. Et du coup c'était pour briser un petit peu cette glace avec ma fameuse porte 59. Voilà. Donc c'est parti, je sais pas du tout combien ça va durer de temps, je parle pas très bien français des fois, mais écoute, ça c'est ce qui fait le charme de la chose. Donc voilà, je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer, mais l'idée c'est voilà, présentation, et puis après on passera aux choses plus sérieuses. Donc moi c'est Margot AUX, je précise parce que c'est pas ôté, et je vais avoir bientôt 34 ans juste avant que j'enregistre ce podcast, juste avant mon anniversaire. Et je sais pas si je peux faire un résumé, etc. Parce que résumer une vie de plus d'une trentaine d'années, c'est un petit peu compliqué de toute façon pour tout le monde. Mais déjà pour commencer au niveau du commencement, quand j'étais enfant, je me suis toujours sentie pas adaptée. Tu vois, pas adaptée, pas sur la bonne planète. En fait, depuis l'enfance, je me dis, je comprends pas du tout ce que je fous sur cette planète. Il y a plein de choses que je comprenais pas, mais depuis loin que je me souvienne, hein, genre vers l'âge de 3-4 ans, je me posais pas des questions existentielles déjà, mais presque du style, pourquoi le monde tourne de cette manière-là ? Pourquoi les gens réagissent comme ça ? Pourquoi il y a la guerre ? Pourquoi on fait du mal aux animaux ? Parce que j'ai une grande sensibilité par rapport aux animaux. Voilà, là sans être là. Donc quand j'ai découvert le design humain et que j'ai compris les grands principes du manifesteur, je me suis dit enfin, le voile est levé depuis environ 30 ans, merci de me donner ce genre d'informations, je comprends mieux. Et donc voilà, là sans être là, et surtout à chercher à me suradapter aussi en permanence, parce qu'après je suis pas là non plus pour jeter la pierre à mon environnement familial. Voilà, on a tous grandi dans des environnements tels qu'ils étaient, mais il se trouve que voilà, c'était la communication, pour faire très court, était très compliquée dans mon nœud familial de l'enfance jusqu'à 18 ans que j'ai quitté le foyer de mes parents. Donc mon père était médecin, enfin il est toujours, et pour imager le truc, en fait, on habitait dans la maison où il avait son cabinet au rez-de-chaussée.
Et pour ne pas déranger en fait la patientèle, il fallait qu'on soit toujours dans le silence, toujours dans le silence, qu'il ne fallait pas faire de bruit pour pas déranger son activité. Bien entendu, ce qui s'entend aussi, mais ça régnait aussi dans l'environnement familial et la parole était un petit peu pas très développée. Donc autant vous dire qu'avec un centre-gorge, comme on a quasiment tous de défini, puis ça amène plein de conditionnements derrière. Donc je suis très contente, tu partages aussi ma vie avec mon chat qui est dans la salle de bain, je sais pas si tu l'entends. Donc voilà, donc bref, tout ça pour dire que entre le conditionnement de je ne comprends pas ce que je fous ici et je vais chercher à me suradapter pour faire ce que j'ai à faire, je ne savais pas du tout quoi faire, pourquoi j'étais ici, et le truc de écoute, t'es bien mignonne, mais parle pas trop parce que ça dérange aussi. Et puis rentre dans les rangs, c'était assez fort au niveau du conditionnement que j'ai pu recevoir. Donc j'ai passé mon enfance, mon adolescence là-dedans. Je me suis énormément plongée dans l'équitation. C'est l'équitation d'ailleurs qui m'a sauvée à plusieurs périodes de ma vie un petit peu sombres. Et en fait, parmi les incompréhensions que j'avais aussi, c'était... j'avais pas envie d'avoir une vie métro boulot dodo. Moi, ça m'a jamais fait rêver. Genre jamais. Pour moi, la notion de travail, je me suis jamais vraiment penchée dessus, mais c'est très abstrait. Pareil, je me suis énormément conditionnée avec le conditionnement sacral parce que je suis entourée d'êtres sacros. Donc on travaille à fond et puis on adore travailler. Alors sauf que ça, c'est vraiment pas du tout la came de l'être non sacral que je suis. Donc voilà, il y avait de ça. Puis moi, je me suis dit, mais si je pouvais passer ma vie à, entre guillemets, ne pas travailler comme une acharnée par rapport au schéma que j'ai pu voir dans mon enfance, ça m'irait très bien. Et puis surtout, j'aimerais beaucoup vivre au chaud parce que j'ai une sainte horreur du froid. Et puis bon, tant qu'à faire sur une île et puis à gagner de l'argent parce que mon 21-45, il me poussait déjà bien aux fesses à cette époque-là. Donc vraiment, j'étais là en mode, je comprends pas ce que je fais, mais j'aimerais bien vivre comme ça, quoi. Donc après, j'ai vite compris que selon les schémas qu'on suivait, c'était pas forcément ni adapté ni correct, parce qu'on te dit non, arrête de rêver ta vie, va travailler, fais un bac+8 ou que sais-je là. Et ça m'a un peu gonflé. Donc ça avait commencé aussi par rapport aux études parce que je vais pas me lancer de fleurs, mais j'ai quand même j'avais des bonnes capacités à l'école, j'étais souvent la première, etc. Mais pareil là aussi. Ah oui, je n'ai pas parlé de la phase école. J'étais souvent la première et j'avais tendance à faire souvent aussi des erreurs, que ce soit au collège ou au lycée, pour ne pas être la première parce que j'avais déjà ressenti énormément de rejet. Je repasse à l'adolescence, ici on est tête à non défini, vous le saurez. Voilà, ça partira un peu dans tous les sens. Donc ouais, durant l'adolescence, ça a été un peu compliqué parce qu'il y avait beaucoup de rejets. J'ai été rejetée 3 fois massivement entre 2 collèges et un lycée, jusqu'à avoir vraiment des idées très 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 noires au lycée, et j'ai eu un moment de déclic où je me suis dit mais plus jamais je revivrai ça, etc. Donc beaucoup de rejets parce que je réussissais, parce que j'étais pas trop bête, parce que j'étais pas trop moche, parce que voilà. Et j'ai vraiment énormément vécu le rejet en tant qu'adolescente. Et c'est resté très très ancré dans mes traumas en fait, dans mes croyances, dans mes traumas. Donc ce sur quoi je travaille encore régulièrement parce que ça ne se passe pas comme ça du jour au lendemain. Mais du coup voilà, tout ça pour dire que la notion de rejet, je l'aborderai dans un autre podcast, bien entendu, pour le manifesteur, à part. Mais du coup, ça a été pas mal perturbant pour moi. Et donc, toujours avec mon idée de vivre sur une île, au chaud, etc. Et puis avoir une vie facile. Moi, j'avais pas envie d'une vie compliquée à la base. Je dis maintenant parce que ça prendra sens après. J'avais pas envie d'une vie compliquée. Moi, pour moi, c'était de kiffer, de me reposer, de bronzer et comme ça, à mes heures perdues, de contribuer à élever les consciences parce que ça m'a toujours super excitée. Donc je me suis dit pour ça, je vais faire infirmière parce que franchement je savais pas quoi faire. Le choix d'infirmière c'était un gros défaut, c'était vraiment un gros défaut, je savais vraiment pas quoi faire de ma vie. Mais l'avantage d'infirmière c'était que c'était reconnu partout, on allait toujours en avoir besoin quasiment partout dans tous les pays du monde. Et que les études étaient courtes et concrètes et j'avais déjà très bien compris que la pression, pour moi, c'était juste invivable. J'ai tête et racine non définies, dont tête totalement ouverte. Donc vous doutez bien, en design humain, que la pression, c'est pas possible. Donc je savais déjà que j'avais les capacités pour faire genre médecine ou des trucs qui font bien sur le papier, là. Et j'avais pas envie du tout. J'avais pas du tout envie. Donc je me suis vraiment vautrée dans un métier qui allait être assez facile, abordable pour moi, avec du boulot qui était trouvé un petit peu partout.
et qui allait me convenir. Donc je me lance en tant qu'infirmière, je réussis mes études, machin. Je travaille à Marseille, au centre des Grands Brûlés. Je m'éclate, mais genre je m'éclate à fond. Mais je cherche aussi très rapidement à gagner plus d'argent. Quand je dis gagner plus, ce n'est pas économiser plus. C'est développer mes revenus financiers. Parce que vous vous doutez bien que en fait, un 45 qui parle, la notion n'est pas du tout la même. Parce qu'il y en a un qui a une notion de restriction, l'autre qui a une notion de créer plus, de aller au-delà de ses limites, etc. etc. C'est pas du tout la même vibe. Même si les deux peuvent se conjuguer, mais néanmoins. Donc, du coup, je voulais gagner plus d'argent parce que... Et puis moi, j'ai toujours voulu gagner de l'argent, en fait, toute seule. Hein. J'ai commencé à bosser vers l'âge de 13 ans, je faisais le maïs parce que j'habitais dans le sud-ouest, je travaillais dans les champs, etc. Je travaillais chez mon oncle et ma tante aussi dans le sud-ouest, dans le sud-est, pardon. Donc pour moi, la notion de gagner de l'argent, elle était hyper présente depuis l'âge de 11 ans. Genre pour moi, c'était absolument vital et très important de gagner mon argent. Et donc, je cherchais à gagner de l'argent en plus en étant infirmière parce que je venais aussi de m'acheter un cheval et que, en fait, j'avais surtout envie de plus de temps. Déjà, j'avais envie de plus de temps. Pour moi, si je pouvais prendre un 80%, c'était l'idéal. Donc, j'ai fait un peu des heures sup et puis après, c'est parti en vrille, là, à l'hôpital. Et puis, je suis tombée un peu par hasard, grâce à ma mère, sur la formation Quitter la rat race, pour ceux qui connaîtront. Et quitter la rat race, pour ceux qui ne savent pas, il y a quelques années, c'était un petit peu la formation de référence, et à juste titre, pour développer le mindset et ouvrir en fait son champ des possibles par rapport à la création de revenus supplémentaires et complémentaires ou palliés en fait à un travail salarié. Donc je me suis mis à fond dedans. Et gros kiff, franchement gros kiff parce que quand même, on pourra dire ce qu'on veut, j'ai 8 lignes 3 dans mon design, j'ai 21-45, j'ai 37-40. Je suis très très intéressée par tout ce qui est matérialité, par tout ce qui est contrat, par tout ce qui est les deals en fait, hein, le concret, l'argent, le matériel. J'aime beaucoup. Donc je me mets à fond et puis je découvre l'immobilier et puis à cette époque-là, cette époque-là, quand on était fonctionnaire, c'était très facile de 2016 jusqu'à 2020. 19-20, c'était très facile, avant Covid, hein, c'était très facile d'avoir des crédits. Et même si j'étais solo, même si j'avais gagné moins de 2000 balles par mois, j'ai pu signer en fait pour 4 appartements. J'ai acheté ma première résidence principale que j'ai revendue. J'ai racheté ma deuxième résidence principale et puis après j'ai enchaîné en fait les appartements locatifs. Donc au début ça marche bien et puis moins d'un an après l'achat de mon deuxième locatif, donc de mon troisième appart, il y a un péril dessus. Donc je ne vais pas vraiment trop rentrer dans les détails, mais le péril c'est vraiment le truc déjà inconnu au bataillon, dans toutes les formations en immobilier, personne n'en parle, et donc tu apprends sur le tas. Et le péril, en gros, tu ne peux pas exploiter ton appartement parce que l'immeuble présente un danger. Donc moi, mon appartement avait été refait à neuf, mais l'immeuble n'avait pas été entretenu depuis très longtemps, et ça, je ne l'avais pas vu. Donc ça nous est tombé dessus. Là, on est en 2000, donc ça c'était fin 2018, on est en début 2023. Le logement, l'immeuble est toujours en péril. Donc c'est une magouille politique, financière, au niveau des syndics, qui sont très 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 opaques. C'est une galère. Je te passe en fait toutes les galères que j'ai eues depuis ces 4 années complètes, avec des frais, je t'explique même pas. En gros, tout le cash que je gagnais avec tous mes autres appartements, je le fichais là-dedans parce que c'était un puits sans fond, et là je ne peux plus l'exploiter depuis presque 2 ans et demi. Donc autant te dire que en gros je sors le crédit tous les mois sans entrée locative et les autres ne peuvent pas combler. Donc hyper angoissant parce qu'il faut quand même savoir que l'immobilier, au début je suis allée pour le kiff, mais ça s'est vite transformé en « Ah ben c'est cool, ça va m'apporter de l'argent, du coup ça va combler mes insécurités intérieures » parce que du coup tu te doutes bien avec le très peu que je t'ai raconté par rapport à mon enfance et le conditionnement et les pensées qu'il peut y avoir que j'en avais plein. J'avais plein de peurs, j'avais énormément d'insécurité et pour moi j'avais vraiment acté, parce que là on commence à entrer dans tout ce qui est croyance, j'avais vraiment acté que l'argent était ma porte de salut, que ma sécurité intérieure viendrait de l'apport matériel, énormément. Donc ça, en plus, sur un 21-45, j'ai envie de te dire, c'est le terrain fertile pour avoir cette croyance-là. Donc voilà, en fait, je suis partie en fait en voulant me construire un parc IMO pour me rassurer. Ce parc IMO qui m'a complètement déstabilisée, qui m'a fait perdre beaucoup d'argent, qui m'en a fait gagner aussi, parce que j'ai revendu avec des plus-values, mais quand même au niveau du yo-yo émotionnel, au niveau de
du vécu, c'était, pour moi, je l'ai ressenti comme extrêmement violent parce que très peu d'avancées, il y a des retards, mais à n'en plus finir. Bref, la galère. Donc, depuis 2021, je vends mon parc au fur et à mesure, quasiment un par an, là j'en ai vendu, et ça avance encore difficilement. Ce n'est pas pour autant que j'avance pas sur moi. Donc entre-temps, par rapport à Speril, je suis allée 1 an au Luxembourg. Fin 2020, je suis allée aussi en Suisse. La Suisse, du coup, m'a permis de financer mieux tout ce qui était en train de m'arriver et surtout aussi d'investir en moi parce que tout de suite après la mise en péril, donc fin 2018 de mon 2e appartement, j'ai compris que je suis pas con, tu vois, je suis pas con. J'ai appris, j'ai fait les choses bien, j'ai pris un comptable, j'ai tout fait dans les règles, je choisissais quand même bien mes locataires. C'était pas ma technique qui n'allait pas, c'était mon intérieur, c'était mes croyances, c'était mes pensées, parce que du coup, en vibrant la peur, même si ma technique était bonne, j'allais forcément attirer des choses comme ça à moi. Donc j'ai commencé en fait à investir sur moi avec des coachings en one-to-one depuis début 2019. Je n'ai pas arrêté depuis, je suis en coaching quasiment permanent et avec la même coach aussi depuis 2 ans ce mois-ci. Donc grâce à mon salaire suisse, voilà, on va dire ce qui est. J'ai pu continuer d'investir en moi et travailler beaucoup pour en fait me rapprocher de qui je suis parce qu'il y avait beaucoup de voiles aussi par rapport à tous mes conditionnements, toutes mes croyances, etc. qui me bloquaient à qui j'étais. Donc forcément, moi, j'étais pas forcément heureuse. Je n'arrivais pas à savoir qui j'étais parce que j'étais dans une quête identitaire 4.0, hein, tous, parce que voilà. Je te passe aussi le nombre de thérapies, de soins, de professionnels, de la connaissance de soi que j'ai pu voir pendant 15 ans, parce que j'ai commencé à avoir des sophrologues, etc. à l'âge de 11 ans aussi, pareil. Ouais, on rigole pas ici, hein. On rigole pas trop. Donc voilà, j'ai quand même... La quête identitaire, pour moi, ça a été très compliqué, résultant de beaucoup d'insécurité intérieure, de repères que je n'avais pas été en mesure, moi, de faire par rapport à ce que j'avais reçu dans l'enfance, et que j'avais énormément de difficultés à poser mon cadre, mes limites et à les connaître en fait tout simplement. Donc depuis 2 ans, j'avance beaucoup, le design humain m'a profondément aidé, le coaching aussi que je fais, donc là c'est vraiment la base est beaucoup plus saine, même si je vais pas te mentir, tu vois, il y aura toujours des choses à faire, il y aura toujours des points à revoir, donc voilà, ce chemin ne s'arrête pas vraiment, mais le gros de ma structure a été remodifié. Ou du moins retravailler. Et il faut savoir aussi qu'en parallèle, ça fait pas loin de 7-8 ans, je crois, que l'activité en ligne, ça m'intéresse. Parce que, voilà, création de revenus passifs, que la digitalisation, ça m'intéresse. J'ai voulu lancer plusieurs activités en ligne. Au début, j'avais un blog sur l'équitation. Après, j'avais fait une page Insta sur l'éducation financière parce que j'adore ça. J'adorais ça. Puis je trouve que voilà, il y a encore beaucoup de personnes qui ont beaucoup de mal à gérer leur argent. Donc, c'était vraiment ma grosse passion. Mais je me suis beaucoup cherchée. Voilà, mes offres, elles n'étaient pas très claires, etc. Forcément, quand on n'a pas de grande clarté sur qui on est, on a de la difficulté à proposer une offre adéquate. Donc là, c'est vrai que en découvrant le design humain, puis en affinant au fur et à mesure, voilà, clairement, c'est ce qui se dessine pour moi et ce que j'ai envie parce que le travail corporatif, là, comme on dit, outre-Atlantique ou salarié, c'est vraiment pas mon kiff. Je sais qu'infirmière, c'est vraiment pas mon kiff non plus. Donc voilà, je me lance en fait dans cette activité. Bon, je l'ai déjà depuis 1 an où je fais des analyses et où je continue à me former. Et voilà, je voulais sortir aussi un accompagnement. J'ai mis du temps à le sortir parce que ma cible, elle n'était pas très claire, tu vois. J'avais en fait besoin de travailler sur ma cible, mais pareil, je ferai un podcast à part pour tout ce qui peut toucher un petit peu à l'entrepreneuriat et les galères que c'est. Parce que pour moi, j'aurais bien aimé, je pense que je vais parler du fait que rien n'a été simple et facile, parce qu'on croit tous que la vie est belle et que c'est facile sur les réseaux sociaux, etc. Mais pour certaines personnes, ou pour la vie normale, en fait, non, pas forcément. Donc voilà, ce sera à part. Donc j'ai mis un petit peu de temps à affiner ma cible. Et puis au fur et à mesure, ce que je me suis rendu compte aussi, et c'est en ça que je fais un rappel à ce que j'avais dit plus tôt dans le podcast, j'ai jamais voulu une vie compliquée. Jamais. Je me la suis compliquée toute seule. C'est important de le dire, hein, toute seule. Parce que je croyais que c'était comme ça qu'on réussissait, parce que je croyais que c'était comme ça que j'allais me sentir en sécurité, et parce que je croyais que c'était en la compliquant que j'allais avoir ensuite de la simplicité derrière. Ah, les pensées éclatées, on en a tous, hein. La preuve en est.
Donc, j'ai aussi constaté que, d'où le fait que j'ai vendu l'immobilier, ça me générait beaucoup trop de pression, beaucoup trop d'inconvénients par rapport aux avantages que je pouvais en tirer. Donc, je commence à vendre. Et au final, bien que j'ai un cœur égo défini en design humain, mon mode de vie, il a toujours été très minimaliste. C'est-à-dire que j'aime être dans du beau, tu vois, on va pas se mentir, hein. J'aime bien, là tu vois, j'ai un appartement pimpé, il est neuf, il est trop beau, je suis trop bien dedans. Mais je n'ai pas besoin de beaucoup. J'ai pas besoin de m'acheter des sacs hors de prix. J'ai pas besoin en fait de ce genre de futilité, que j'estime futilité, hein, bien entendu. En tous les cas, ce n'est pas ça qui me nourrit. Moi, c'est l'environnement, c'est le lifestyle, c'est la quiétude et c'est surtout la paix. La paix, en tant que manifesteur, j'ai retrouvé des écrits que j'avais fait quand j'avais l'âge d'à peu près 15 ans. Je la citais déjà. Donc vraiment, voilà, notre intelligence cellulaire, elle est vraiment présente depuis notre enfance et c'est pas pour rien. Et quand on retombe sur des choses comme ça, je trouve que ça fait sourire. Donc, pour moi, voilà, j'ai jamais trop aspiré à un mode de vie clinquant. Des fois un peu luxueux parce que oui, franchement, ça fait du bien, mais j'adore les voyages roots, par exemple. Tu vois, je vais pas forcément dans des hôtels 4 étoiles quand je vais voyager, j'aime pas ça. Et je sais que avoir moins m'allège l'esprit aussi, tu vois. M'allège l'esprit, m'allège le cœur, m'allège mes émotions, me fait me sentir mieux et en connexion en fait avec tout ce qui est autour de moi. Donc, c'est ce que m'a aussi appris, entre autres le coaching que je suis en train de vivre actuellement aussi, entre autres le design humain, ce que je permets aussi, ce qui me... 1, 2, 3... Ce qui me permet de travailler dessus aussi avec le Theta Healing, voilà, je vais y arriver. C'est finalement, je trouve qu'on se complique beaucoup trop la tête, qu'on va chercher des rituels, qu'on va chercher des, comment dire, des complications. Attends, des fois ça va trop vite dans ma tête, il faut que je revienne en arrière. Attends, des conditions au bonheur, voilà. En fait, on va chercher des conditions au bonheur. Souvent, alors, moi je l'ai remarqué dans le dev perso parce que je pense que là tout le monde l'a remarqué un petit peu. Le dev perso c'est absolument fabuleux, c'est incroyable hein, parce que j'ai vécu dedans pendant 20 ans, hein, depuis l'âge de 10 ans à peu près. C'est incroyable, ça mène beaucoup de très bonnes choses, mais on pourrait avoir tendance à se mettre déjà dans des cases. Bon, déjà l'être humain aime bien se mettre dans des cases, à être un petit peu binaire, mais des fois le dev perso en fait il donne des avis pour la masse. Pour faire une analogie, la masse en termes de design humain, ce sont les êtres sacros, on va pas se mentir, c'est environ 70%. Et du coup, on va te bassiner, ressens ce qui te fait vibrer. Pour 30%, frère, c'est abstrait ce que tu me dis. Je ne sais pas ce qui me fait vibrer. Ou c'est pas que je ne sais pas, c'est que je ne sais pas le ressentir dans mon corps. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, toi, t'es là, quand tu ne le sais pas. Attends, mais j'arrive pas à sentir comment je vibre. Attends, du coup, je fais pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, le dev perso donne de très précieuses pistes, de très précieuses informations, etc. Mais pour moi, à mon sens, au fur et à mesure de mon évolution, parce que je l'ai quand même poncé, le dev perso, ça n'allait pas assez en profondeur. C'est le design humain qui m'a permis d'aller dans cette profondeur et dans ce côté chirurgical que j'adore avec ma ligne 1. Et j'aime bien avoir vraiment des trucs assez précis et ciblés, où j'ai enfin pu mettre des mots sur ce que je ressentais, sur ce qui était meilleur pour moi, sur ce qui était bon, quoi, en fait, hein, tout simplement. Et du coup, c'est pour ça que je me dis, le dev perso, oui, c'est très bien, mais des fois, on se met beaucoup de conditions, tu vois, Miracle Morning, ou faire tes mantras tous les jours, ou, tu vois, t'assigner, en fait, des fois, à des routines ou à des pratiques qui peuvent être très bonnes pour beaucoup de monde, mais pas forcément pour toi. Tu vois, genre moi, le Miracle Morning, ça a changé la vie de millions de personnes. Pour moi, tu me dis de me lever à 5h. Bon, là, en ce moment, je me relève tôt. Mais parce que j'étais vaccinée pendant 10 ans, me lever entre 4 et 6h du matin, tu vois, pour moi, c'est insupportable. Mais tu me dis de me lever à 5h, j'ai pas envie, hein. Sauf en ce moment. Mais tu vois, ça peut être contre-productif complètement pour certaines personnes, mais on va quand même se forcer, et puis là, on va apprendre à encore moins s'écouter et aller à l'encontre de notre nature profonde, chose que nous enseigne le design humain qui nous apprend à mieux nous écouter, je trouve. Pour l'instant, j'ai pas vraiment trouvé d'éléments ou d'outils qui puissent être aussi précis, aussi profonds et aussi pertinents. Après, on va revenir dans un autre podcast sur comment on interprète le design humain. Encore un format à part. Donc voilà, donc dans l'idée, pour revenir à tout ça, c'est que
on se met beaucoup de conditions à notre bonheur, à notre bien-être, alors que ça pourrait être tellement simple. Et parce qu'on a aussi beaucoup acté avec tout cet overmind là autour du développement personnel, que pour être heureux, que pour être bien, que pour être entre guillemets aliment, parce que ça fait du bien aussi de dire ce mot-là, il faut que ça soit compliqué, il faut, tu vois, il y a des conditions. Alors que pour moi, le design humain, il casse un petit peu toutes ces conditions en te disant, tu vois, il casse un peu les codes. Et c'est ça que j'aime beaucoup, en fait. C'est ça que j'aime beaucoup aussi transmettre pendant mes analyses et du coup pendant l'accompagnement que je suis en train de sortir. C'est t'apprendre à briser les codes pour revenir en fait à cet état minimaliste en toi. Parce qu'on est tous passés là par la surconsommation, la surconsommation, que ce soit physique, que ce soit de l'information, que ce soit de relations aussi, parce qu'on est en plein dedans. Et on est juste en train de se rendre compte que trop ne nous réussit pas. Moi, la première, trop ne nous réussit pas. L'abondance non canalisée ne nous convient pas, en fait. Tu vois ? Et je trouve que ça crée beaucoup plus de situations anxiogènes dans notre tête, dans notre cervelle qui n'arrête pas de fonctionner tout le temps, plutôt que de bien-être. Donc, d'où le fait de revenir à soi, avec un aspect minimaliste, c'est-à-dire revenir à ton fonctionnement unique à toi, l'explorer, revenir vraiment à toi, à ton essence, à toi, et ne pas chercher, apprendre à de moins en moins chercher à convenir aux normes, mais à convenir à ta norme à toi. Donc ça paraît profondément simple comme ça, c'est l'aspect du minimalisme, c'est que c'est censé être simple. On sait tous que ce qui est le plus simple n'est pas forcément le plus facile. Quand on dit simple, ce n'est pas facile. Revenir d'un état de complexité, par exemple par lequel je suis passée, immobilier, locataire, péri, banque, notaire, à un truc beaucoup plus épuré, ça amène de déconstruire matériellement et mentalement énormément de choses. Et c'est là que sont les résistances, finalement. Et c'est grâce à ça que le Theta Healing aussi, que j'ai introduit dans ma vie depuis l'été dernier, je me suis formée et je fais un deuxième axe de formation en fin mars. C'est vraiment, pour moi, ça va être l'outil de l'ombre des personnes qui veulent travailler sur elles, parce que là, on va aller taper dans le subconscient, on va aller taper dans les croyances. Et pour les personnes qui vont m'écouter, je sais que vous allez être dans ce délire-là. On sait que tout part des croyances, Parce que les résistances qu'on a, c'est par rapport aux croyances, c'est par rapport aux images qu'on s'était mis de nous, etc., etc. Donc, d'où le fait que ma vie, personnellement, j'intègre de plus en plus le minimalisme. Ça prend du temps, parce que voilà, la matière va moins vite que le mental. De déconstruire mentalement, ça prend aussi du temps, on va pas se mentir. Mais j'amène du minimalisme dans ma vie et je reconnecte aussi à des envies que je voulais, un état d'esprit que je voulais. J'apprends aussi à vivre mes émotions parce que je suis à autorité émotionnelle. Donc là, c'est un apprentissage presque de tous les jours encore. Et c'est aussi ce que je veux transmettre dans cet accompagnement, dans mon approche. Parce que déjà, c'est ma came. Déjà, on va pas se mentir, c'est ma came. Et que j'ai envie que les gens, en fait, ils soient bien avec qui ils sont. Sans avoir d'apport extérieur. Alors, bien entendu, on va introduire le design humain, parce que c'est ma base de travail. Mais le design humain, il est censé, être absorbé en toi pour que ça devienne toi, tu vois. Pas comme un outil supplémentaire et surtout détaché du mental. Parce que là, c'est un gros problème que je trouve aussi dans le design humain en ce moment. Encore un autre sujet de podcast qui viendra après. C'est que, voilà, on vit dans notre mental, on a été conditionné comme ça. Et le design humain, il n'est pas fait pour être purement interprété par le mental. Bien entendu, il y a un début d'approche qui est mental. C'est normal, parce qu'on a besoin de comprendre et c'est par là qu'on passe tous. Mais après, l'idée, c'est de l'abaisser. Les résistances, elles viennent quand on reste dans le mental par rapport au design humain. Donc, d'où le fait que, voilà, cet accompagnement est ce que je veux transmettre. Et ma patte unique, en fait, par rapport à l'interprétation du design humain, parce que chacun l'interprète à sa manière, avec son filtre à soi, c'est épuré. Pour moi, le design humain, ça permet d'épurer. Ça permet de revenir à soi en épurant. Et c'est ça que du coup, je veux faire aussi dans cet accompagnement et que j'essaie de transmettre dans mes analyses aussi au maximum. C'est déjà de déculpabiliser, d'enlever cette notion de jugement et d'aller vers l'essentiel, vers le minimalisme, vers un écosystème qui est écologique. Parce que c'était une 1, 2, 3... Je vais y arriver. Une hypnothérapeute qui m'avait dit ce terme un jour et j'ai trouvé très très intéressant. Parce que écologique, c'est pas économiser.
c'est développer un écosystème de la meilleure des manières pour lui à l'instant T. Et je trouve que c'est un terme qui est très très pertinent. Donc pour moi, voilà, j'ai vraiment envie d'arriver à ça. Donc de transmettre en fait le design humain par mon accompagnement dans mes analyses de cette manière-là, pour revenir à soi et amener cette paix, amener cette satisfaction, amener ce succès, mais en étant minimaliste, en étant simple, en épurant. Et c'est grâce au detailing aussi qu'on pourra épurer en fait pas mal de pensées et les reprogrammer pour limiter les résistances. Voilà un petit peu en fait mon parcours, ce qui m'a amené de où j'en étais à aujourd'hui. Et le pourquoi j'ai envie de transmettre par ce podcast, parce que en tant que manifesteur, voilà, je ne vais pas non plus faire beaucoup trop long, mais en tant que manifesteur, la transmission par la voix, je trouve que c'est quand même important. La vidéo, ça me gonfle un petit peu, ça me gonfle en ce moment, je t'avoue, je me répète. Donc voilà, le podcast s'est introduit à moi assez facilement, puis j'ai beaucoup d'idées d'interviews avec des personnes très compétentes, donc je suis hyper contente de diffuser en fait à ma manière ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie de transmettre au calme, à mon rythme, et vous en faire partager, c'est pas français du tout, et vous faire partager ces expériences et ces retours d'expérience au fur et à mesure. Donc ce sera très teinté de design humain, on va pas se mentir, hein, donc ça vous fera peut-être des révisions ou des prises de conscience différentes par rapport à tout ça, parce que je respire design humain, c'est mon taf, hein, c'est mon boulot, c'est ma formation, je suis analyste en design humain, donc voilà, ça va être très teinté de ce côté-là, et puis il y aura beaucoup de réflexions, beaucoup autour du manifesteur, parce que j'ai vraiment envie de créer un vivier d'informations par rapport aux manifesteurs sur les autres types, et puis des informations qui méritent d'être transmises. Voilà, en tous les cas, merci de m'avoir écouté pour ce premier épisode de présentation qui a été un petit peu long. Mais voilà, anyway, vous pouvez le mettre en x1,5, x2. Je le dis à la fin, forcément, ça ne sert à rien. Donc, au grand plaisir de vous accueillir sur ce podcast. J'espère qu'il vous plaira. Et au plaisir d'avoir vos nouvelles.